Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de ce journal. La précarité alimentaire frappe nos territoires. Un Français sur 6 ne mange pas à sa faim. Les Restos du Cœur connaissent une forte hausse des demandeurs et l'association compte sur les dons des habitants et des entreprises. Nous irons en Savoie avec notre partenaire 8 Mont-Blanc sur place. Des pluies incessantes dans l'est du pays, la Moselle a été frappée par de violentes inondations. L'heure est au nettoyage et au constat des dégâts très sévères. Les agriculteurs sont en première ligne. Nous irons sur place dans un reportage de notre partenaire Moselle TV. Et puis les Jeux Olympiques de Paris 2024 en grande pompe. Berluti, le joyau du groupe LVMH, équipera la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture. La marque est réputée pour ses souliers sur mesure haut de gamme. C'est un savoir-faire historique et bien français. Nous y reviendrons dans un reportage exclusif. Elle brise les limites des profondeurs. En France, Géraldine Parodi est la première femme scaphandrière à maîtriser la plongée en saturation. Un exploit sensationnel qui la place parmi l'élite mondiale. Nous irons à sa rencontre dans un reportage inédit de notre partenaire La Provence. Les inondations se sont abattues sur l'est du pays. La Moselle a été fortement touchée. Certaines écoles sont devenues inaccessibles et des habitants sont même restés bloqués chez eux. Après ces violentes précipitations, l'heure est au déblaiement et au constat des dégâts. Dans la commune de Holling, les agriculteurs et horticulteurs constatent des pertes très importantes. Regardez ce reportage de Mathéo Philippe, de notre partenaire Moselle TV sur place. L'heure est au nettoyage et au rangement. Chez Pierre, les plus de 5000 plantes au sol flottaient sur l'eau. Cet horticulteur et son équipe essayent de sauver les dernières fleurs. On a vidé et on les replace en hauteur sur table pour les sécuriser et pour éviter qu'ils restent sur un sol humide, trempé, pour que la motte puisse sécher. Des dégâts pour l'instant difficiles à quantifier et une question reste encore sans réponse. Parce que ces végétaux-là qui ont traîné dans l'eau vont supporter et vont rester vivantes. Et ça, malheureusement, on ne peut pas le dire à cette heure-ci. Une chose est certaine, le manque à gagner par ces 3 jours de fermeture est réel. Des inondations perturbant aussi les 150 vaches de Xavier. Il y avait de l'eau qui était montée jusque là, derrière là. Donc impossible de les lâcher. Donc on a dû les rentrer. Donc là ici, les vaches, ils ont un parcours, donc ils ont l'habitude. Donc dès qu'on est dans le parc, ils rentrent pour se faire traire de toute façon, donc ils connaissent le chemin. Après on avait d'autres pâtures qui étaient, où les bêtes, c'était des vaches taries qui étaient dans un autre pré. Donc ceux-là, on a dû les charger dans la bétaillère, on les a mis dans une attrape. Donc elles tremblaient, elles étaient stressées. Des bovins traumatisés, obligés de séjourner à l'étable, comme pendant les périodes hivernales. Donc là en fait on a un surcoût d'alimentation puisqu'on est obligé d'apporter du fourrage qu'on a pour le prochain hiver. Des pertes financières, mais aussi matérielles, comme au sous-sol de Martial. Vous voyez, j'éponge encore là, le congélateur, la chaudière au fioul. 50 cm d'eau partie, laissant place à une nouvelle complication. Tout a été chamboulé. Et puis ce qu'il y a, c'est que c'était de l'eau, mais avec un résidu de boue. Alors tout est orange, il y a 2 cm de boue au fond partout. Les sinistrés se tournent désormais vers leurs assurances respectives. Voilà, et l'Hexagone est touché par les inondations et les Outre-mer par la sécheresse. La Martinique est même placée dans un état de crise. Depuis quelques jours, les coupures d'eau se multiplient sur l'île. De plus en plus de personnes viennent chercher leur eau à la source. D'autres habitants sont même contraints d'utiliser les rivières pour se laver. Un reportage signé Diana François Eudoxie pour notre partenaire Via ATV sur place. Avec des cabas remplis de réservoirs, depuis l'intensification de cette période de sécheresse, de nombreuses personnes viennent se ravitailler à la source. Comme ici, au quartier Médaille à Fort-de-France. Fabrice fait le plein plusieurs fois par semaine et ne s'inquiète pas de la qualité de l'eau. D'autres, comme cette habitante de Saint-Joseph, se servent de la rivière pour se nettoyer et se rafraîchir. Sans eau depuis près d'une semaine, elle a maintenant ses habitudes à la rivière Blanche. Une solution moins contraignante qu'à la maison. Eh bien, ce matin, je suis venue prendre ma petite douche parce que j'en ai ras-le-bol et ras-les-castagnettes de me baigner avec une casserole. Et le matin, c'est difficile de se préparer, surtout si on a des enfants à préparer le matin.
Le quotidien des professionnels est aussi impacté par les coupures d'eau. Dans cette boulangerie et pâtisserie, en raison d'une coupure d'alimentation de 24 heures, la production est réduite d'environ 15%, malgré des réserves essentielles pour les préparations. C'est pour ce côté de l'eau aussi, c'est pour faire nos plats spéciaux, le blanc, les baguettes, faire nos pâtisseries aussi. D'autres structures n'ont pas d'autre choix que de rester fermées. Dans un communiqué faisant état des mesures restrictives de la consommation d'eau face à la situation de sécheresse exceptionnelle, la préfecture a annoncé l'interdiction des lavages de voitures et de bateaux, y compris lorsqu'ils sont réalisés par des professionnels. Et puis l'inflation perdure, la précarité alimentaire augmente, les Restos du Cœur constatent une très forte hausse des bénéficiaires. En Haute-Savoie, l'association se veut toutefois optimiste pour l'année à venir. En 2023, grâce aux dons généreux, elle a distribué près de 9000 repas dans la région. Cette année, elle compte sur le soutien des habitants, mais aussi celui des entreprises. Un reportage de Chloé Lemeur pour 8 Mont-Blanc. Allez, 3 poireaux, et 7 choux pour Annecy. C'est l'effervescence ce matin-là à l'entrepôt des Restos du Cœur de Pringy. Comme chaque jour de la semaine, les bénévoles s'activent pour préparer les 10 tonnes de denrées qui vont être ensuite envoyées dans les 8 centres de distribution de Haute-Savoie. On a eu des réceptions. Alors, de l'entrepôt d'opportunité, c'est une plateforme régionale qui réceptionne des dons en grande quantité. Et ça va être souvent des dates courtes à gérer, des fruits et légumes qui sont à distribuer avant le week-end. Et puis des fois des yaourts ou des choses comme ça qui sont en date très courte. Donc j'ai une équipe de choc là qui est derrière nous et qui est en train de travailler pour trier les légumes et les ventiler sur tous nos centres pour que tout puisse partir entre aujourd'hui et demain. Et pouvoir le but est de ne rien gâcher et de pouvoir offrir un maximum de diversité et de choix aux personnes accueillies. Ce jour-là, près de 15 palettes de produits ont été réceptionnées. Parmi les denrées, du surgelé, du frais, mais aussi des produits secs. Au total, en 2023, près de 900 000 repas ont pu être distribués par les Restos du Cœur de Haute-Savoie pour environ 10 000 personnes accueillies sur l'année. Un chiffre en nette évolution de l'ordre de 25% sur un an, qui s'explique en partie par la précarité grandissante. Pour autant, l'association se veut malgré tout confiante sur les mois à venir, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement. On a fait une très bonne collecte au mois de mars, donc on a fait un peu plus que ce qui était prévu. On était parti sur une collecte d'une centaine de tonnes correspondant à nos besoins. On a fait 117 tonnes, donc avec des entreprises qui nous stockent gratuitement des palettes, donc ce qui est plutôt bien. Et puis là, on va organiser 2-3 collectes au mois de juin pour compléter un peu sur les produits qui nous manquent le plus souvent. Outre les dons des particuliers et des entreprises, l'association s'appuie aussi sur l'aide des pouvoirs publics pour maintenir leurs actions, avec notamment l'acquisition ou la rénovation de locaux à venir. L'objectif est aussi à terme de développer l'itinérance pour toucher des publics plus isolés. Vivre un événement culinaire exceptionnel dans une école. Le temps d'un service, ce célèbre chef était accueilli par les étudiants de cette université dans le Val-de-Marne. Il a conquis les papilles de près de 1600 convives avec un repas très spécial. Cette opération rappelle que manger équilibré est à la portée de tous. Un reportage signé Mélanie Faure pour notre partenaire 20 Minutes TV. Semoule, crumble de tomates. Ce midi, Jean Covillot voit les choses en grand. Le candidat de la saison 14 de l'émission Top Chef sert les étudiants du Crous de Créteil après 6 heures passées derrière les fourneaux. Son défi, nourrir les 1600 étudiants attendus au cours du service. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Les gens sont contents déjà, autant les étudiants que les gens en cuisine, donc en vrai c'est toujours sympa. Le plaisir est-il partagé par les étudiants? Ce midi, les allées du self sont un peu différentes des autres jours. Il est à présent l'heure du verdict. Le repas du chef a-t-il été validé par ses habitués de la cantine du Crous? J'ai pas trouvé ça très bon, j'ai trouvé ça délicieux en fait. Le poulet il est incroyable. Est-ce qu'on préfère manger des frites ou équilibré? Des frites. Et si le chef n'a pas converti la totalité des étudiants à une alimentation équilibrée, il a donné le sourire à ceux venus manger à sa table. Bah, grande fan de Top Chef, donc normal, oui. Moi quand je fais un truc comme ça, je fais pas ça pour que les gens me reconnaissent. Je veux dire, les gens ils vont dire ah tiens c'est bon, c'est meilleur. Quelque chose de saison, mais suffisamment accessible en termes de goût et de saveur pour que les gens puissent y aller naturellement. Avec Jean Covillot, le Crous veut casser les clichés autour de la restauration universitaire. Ce que je constate, c'est qu'on a quand même peu de déchets dans les assiettes. Pour moi, c'est une réussite. C'est le signe
important de l'adhésion de notre public à notre proposition. Et avec des repas à 1 € et 3,30 €, la cuisine de chef n'a jamais été autant à portée de main. Bon, en tout cas, merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci. Et puis pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, la Maison Berluti a le privilège d'habiller la délégation française pour la cérémonie d'ouverture. Fleuron du géant du luxe LVMH, la célèbre marque est connue pour la fabrication de souliers sur mesure haut de gamme. Chaque paire demande plus de 250 étapes et 80 heures de travail. Et vous verrez, avant les Jeux Olympiques, dans le magazine Territoire de France, nous vous proposons d'entrer dans les coulisses de cette marque iconique. Vous y découvrirez le travail des artisans qui confectionnent ces souliers d'exception. Il sera aussi question de l'histoire de la marque Berluti, lancée en 1895. Un documentaire exclusif, je vous propose d'en regarder un extrait. Ici, chaque client possède sa propre forme en bois dans cette étonnante bibliothèque. La maison, plus que centenaire, a chaussé des clients célèbres. Tous séduits par l'élégance intemporelle de ces souliers haut de gamme, élevés au rang d'objets d'art. Le chef d'orchestre de l'atelier, c'est Jean-Michel, le maître bottier de la maison. Au-delà d'être l'héritier d'une histoire depuis 1895, moi, par extension, je me considère un petit peu héritier d'un savoir-faire français. D'un savoir-faire français qu'on transmet, que j'ai mis des années à apprendre, que je pratique depuis des années et que je prends vraiment plaisir à transmettre. Moi, c'est un petit peu l'aboutissement de toutes ces années. Et puis dans ce journal, une visite inédite au château de Versailles. Depuis plusieurs années, les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine s'unissent pour organiser le dispositif 5000 collégiens à Versailles. C'est son nom. Au programme, visite du château et animation autour des thèmes, des arts et des sports pour les plus jeunes, avec un concours écologique également. C'est aussi un moyen d'attirer leur attention sur les questions climatiques. Un reportage de notre partenaire TV 78 dans les Yvelines. Découvrir le château de Versailles de façon ludique et éducative. C'est ce que propose depuis 2019 le dispositif 5000 collégiens à Versailles. Organisé par le département des Yvelines et des Hauts-de-Seine, cette nouvelle édition a pour thème les arts et les sports. Un clin d'œil aux Jeux Olympiques de Paris 2024 qui auront en partie lieu au château de Versailles. C'est une manière vraiment agréable, originale de partir à la découverte aussi bien du parc que du château à travers des activités aussi bien sportives que artistiques. En plus de visiter le château, les collégiens ont pu s'initier à plusieurs disciplines artistiques et sportives, comme ici avec l'escrime. Cette visite était également l'occasion de constater l'avancée des travaux du parterre de Midi, qui se refait une beauté avant les Jeux Olympiques de cet été. Un chantier qui bénéficie du soutien financier des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Le département du 92 et le département du 78 financent des grands projets à Versailles. Il y a aussi les grilles de l'orangerie qui ont été entièrement refaites. Et le département des Yvelines est aussi un grand donateur du château. C'est environ une trentaine de millions d'euros que le département a investi dans le château de Versailles. Depuis le début de l'opération, 15 000 collégiens ont pu profiter de ce dispositif. Une première édition est déjà programmée l'année prochaine. Comment accompagner les patients atteints de cancer? Les traitements sont une épreuve difficile et les patients réclament souvent un moment de pause. Face à cette réalité, cet hôpital dans la Loire lance un nouveau service de soins nommé Parenthèse. Créé il y a 2 ans, ce service unique dans la région offre des soins spécialisés. Regardez ce reportage signé Marie-Lise Pariot pour notre partenaire TL7 dans la Loire. Merci à toute l'équipe pour cette prise en charge avec beaucoup d'humanité. Nous en avons tant besoin pendant et après cette période où nous devenons un malade cancéreux. Ce service contribue à nous raccrocher à la vie, à nous relier à nous-mêmes par les sens et la relation verbale. Voici les mots qu'une patiente a laissés après son passage dans l'hôpital de jour des soins de support.
Quand on les voit arriver, quand on les voit repartir, souvent, il y a quand même un vrai changement dans leur physionomie et on sent qu'on leur a fait du bien. Et c'est notre rôle, c'est notre rôle de soignant, de pouvoir apporter vraiment beaucoup de choses à ces patients. Le docteur Gubian-Père est à l'origine de ce service créé il y a 2 ans. C'est le seul dans la Loire à réunir tous les soins de support demandés par l'Institut national du cancer, comme la diététique, le traitement de la douleur, le soutien social et le soutien psychologique. Ce qu'ils peuvent m'amener de l'extérieur, c'est surtout que c'est un temps vraiment un temps de parenthèse où vraiment ils se sentent écoutés, ils se sentent pris en charge, coucounés, et qui n'est pas forcément le cas dans tous les autres endroits. On est dans un hôpital, mais ils oublient en fait qu'on est dans un hôpital. Oublier l'hôpital, c'est aussi pourquoi les chambres et la vaisselle sont décorées. Tout est propice à la détente, comme cette pièce, où les patients peuvent profiter d'un massage. Parfois nous disent que ça les permet de se réconcilier avec leur corps en fait. Parfois le patient qui a un cancer, il est parfois en colère contre son corps, en colère contre cette maladie, et d'être à nouveau touché, se réapproprier son corps, c'est important aussi. En 2023, 35 patients sont passés par ce centre. Cette année, déjà 40 personnes ont bénéficié de ce service de proximité. Et puis le débat sur la fin de vie se poursuit à l'Assemblée nationale. Le projet de loi a été adopté lors d'une commission spéciale. Pour éclairer le public, des réunions d'information se tiennent partout en France. Une de ces rencontres captivantes a eu lieu à Troyes, rassemblant une centaine de personnes et une occasion de dialoguer sur des choix de vie essentiels. L'organisation en tête de ce mouvement milite pour la légalisation de l'euthanasie et le suicide assisté. Elle soutient aussi le développement des soins palliatifs. Le projet de loi sera désormais examiné en première lecture dans l'hémicycle de l'Assemblée le 27 mai prochain. Et puis direction la Bretagne dans ce journal où un voile de silence a enfin été levé. En 1944, une mère et sa fille ont été fusillées par des résistants dans le village de Plumelec, dans le Morbihan. C'est un sombre chapitre longtemps resté méconnu, mais grâce à 4 années de recherche acharnée, la vérité refait surface. Un reportage exclusif de nos partenaires TBO et TB Sud, les chaînes du groupe Le Télégramme sur place. Dans le cimetière de Plumelec, Éric et Caroline se recueillent sur la tombe de Léontine et Agnès. Ils arrivent du nord de la France et ce trajet, aux aires de pèlerinage, ils l'ont effectué à de nombreuses reprises. Je venais à Plumelec avec mes parents et c'est ce que je disais quand on est arrivé tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois c'était avec le cœur lourd parce qu'il y avait un silence dans la voiture, il n'y avait pas trop de mots et voilà, j'étais petite donc je ne savais pas trop ce qui se passait. Il y a 80 ans, en juillet 1944, leur grand-mère et arrière-grand-mère, réfugiées à Plumelec, sont fusillées par des résistants. Elles sont soupçonnées de collaboration. Cette histoire va planer sur la commune pendant 8 décennies. Un ancien résistant qui m'a parlé d'Agnès et Léontine et ça m'a vraiment intriguée et ça m'a aussi un peu révoltée de savoir qu'on s'en était pris à 2 femmes de cette manière. Finalement, le but, c'est pas de raviver des vieilles douleurs, mais de faire en sorte qu'un village puisse enfin guérir de toutes ces violences qui ont été commises il y a 80 ans. Les 2 femmes ont-elles vraiment collaboré? Pourquoi n'ont-elles pas eu de procès? Autant de questions et de souvenirs à remuer. Avec l'appui de l'un des habitants du village, la parole se libère peu à peu. On a décidé d'en parler, mais avec une situation qui était maîtrisée en disant on ne parlera jamais de ceux qui ont fait ça. C'est un chemin de résilience et aussi un devoir de mémoire par rapport à la commune. Cette quête de vérité a permis à Éric et Caroline de retracer le chemin des dernières heures de leurs aïeuls et de panser les plaies de la famille. Ce qui nous soulage, c'est de savoir ce qui s'est passé et apprendre à les connaître aussi. On a pu avoir des témoignages qui nous ont donné plein d'éléments sur leur mode de vie, leur caractère, leur vie à Plumelec, quoi. Et ça, c'était réconfortant. Ce livre restera le témoin d'un passé trouble à transmettre aux générations futures. Aujourd'hui, le cœur des descendants de Léontine et Agnès est un peu plus léger. C'était la 10e édition de la course de la Résistance. Chaque année, cette course célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle est organisée dans différents territoires de l'Isère et plonge les participants dans l'univers des maquis de la région. C'est autant une aventure physique qu'une véritable leçon d'histoire. Un reportage de notre partenaire Télé Grenoble. Regardez.
Un départ de trail au pied du mémorial des maquis de Loisan. Voici un des 5 lieux symboliques de la résistance sur le territoire, choisi par le département pour accueillir la course de la résistance. Et les coureurs au départ du 38 km y voient une manière d'entretenir leur devoir de mémoire. C'est un territoire qui a quand même une histoire quand même prononcée concernant cette résistance, donc que ce soit dans le Vercors, sur cette vallée aussi de la Romanche. C'était l'occasion à la fois de faire une course, parce que j'aime bien courir les petits trails comme ça, et vu que c'était en plus pour une belle cause, je trouvais ça vraiment sympathique. Trail, course ou encore randonnée, voilà une autre manière de commémorer la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. C'est le jour du souvenir, le jour de l'armistice, donc ce souvenir de ce moment est quelque chose d'essentiel. Il faut qu'à l'époque où les témoins disparaissent, eh bien, les jeunes générations prennent le relais et se souviennent également. Fort de son histoire, cette année, c'est le domaine de Visil qui a été mis à l'honneur en accueillant le village d'animation et certains départs et arrivées. Alors Visil est une ville qui va être assez rapidement marquée par des actions de résistance, avec notamment une personnalité qui est Gabriel Giffard, dit Ariel, qui avec Henri Duet, qui est libraire à Visil, vont implanter le mouvement combat. Et puis un événement particulier a lieu au château de Visil, avec l'organisation par les comités départementaux de libération nationale de l'organisation des États généraux de la résistance, le 5 septembre 1944 au château. Entre sport et culture, cette manifestation aura permis de rappeler à certains et faire connaître à d'autres l'histoire des territoires de Loisan et de la Matésine. Elle faisait partie des 4 seules femmes scaphandrières de France, ces plongeurs de l'extrême. Aujourd'hui, Géraldine Parodi est la seule à pouvoir plonger en saturation. Un exploit qui lui permet de rentrer dans un cercle très fermé. Elle devient l'une des premières femmes au monde à obtenir cette certification. Rudy Dahan est allé à sa rencontre pour notre partenaire, la Provence. Une journée historique pour la plongée. Géraldine Parodi s'apprête à devenir la première femme scaphandrier de France à passer la plus haute certification de plongée, le 3A. Une descente à 80 mètres de profondeur dans une cloche de saturation, un exploit qui lui imposera de rester 3 jours enfermé dans un caisson afin de permettre à son corps de s'acclimater peu à peu à la pression sur Terre. Moi, je me sens très très bien. Là, c'est la journée qu'on attend tous. On a fait beaucoup d'exercices. On a quand même, à l'INPP, on a quand même l'expertise mondiale puisque c'est l'école qui forme le monde entier au niveau de la plongée à saturation. C'est l'école principale en tout cas. Et on a des maîtres systèmes qui nous ont préparés pour pouvoir faire ça sereinement. Je m'en rends pas compte d'un côté parce qu'au fait, moi, c'est dans la continuité de mon travail. Par contre, le fait de réaliser après que oui, je serai la première française au monde, on sera à 4 en tout, de femmes dans le monde entier, en fait, c'est pour moi un moyen de dire que voilà, la femme, ça y est, elle met un pied dans la plongée à saturation. À bord, après plus d'1 heure de navigation assurée par un remorqueur, tout se précipite. En quelques minutes, Géraldine se prépare, entre dans la cloche et amorce sa première plongée. Elle en enchaînera 6 en tout. Une fierté pour l'Institut national de plongée, qui est l'une des seules institutions au monde à proposer cette formation. 3, c'est le niveau le plus élevé de la plongée professionnelle. Ça permet de pouvoir travailler dans le monde entier et puis d'être aussi reconnu par ses pairs. Déjà, on est les seuls au monde quasiment à faire cette formation. Et maintenant, on a la seule femme au monde à travailler à l'INPP, classe 3. Géraldine est donc entrée dans l'histoire. Une fois sortie du caisson, elle est entrée dans un cercle très fermé et devient la 4e femme sur la planète à pouvoir pratiquer la plongée en saturation. Et puis une colonie de vacances pas comme les autres. Depuis la fin des années 80, cette institution en Sarthe offre une expérience unique pour les plus jeunes. Une semaine de vacances centrée autour de la musique. Pour l'occasion, il prépare plusieurs spectacles lors d'un événement unique. Une aventure musicale inoubliable pour ces étoiles montantes. Un reportage signé Colin Ancel pour notre partenaire LMTV Sarthe. 4 jours et demi pour monter une comédie musicale. Depuis une trentaine d'années, le Camp Musique réussit cette prouesse. Une semaine de répétition et 2 spectacles, les vendredis et samedis. Nous, tous les ans, on est épatés. On est époustouflés par ce que les enfants sont capables de faire. Il y a une capacité de mémorisation, de mise en scène, de musique sur la semaine qui est impressionnante. Cette année, ils interpréteront Pinocchio. À Bernay-en-Champagne, plus de 100 enfants répètent inlassablement dans la bonne humeur. Il y a une ambiance énorme dans le Camp Musique
Et donc c'est hyper amusant, on se fait tout le temps plein de copains et tout. J'ai découvert ça à ma première année de musique et je trouve ça super cool vu qu'on crée un spectacle et tout. La musique, les chœurs, mais aussi certains décors sont fabriqués sur place. Une semaine de travail, oui, mais c'est aussi une sorte de colonie de vacances. Les enfants sont logés sur place. La plus grande partie du temps est consacrée à l'artistique, ça c'est sûr, mais il y a des pauses de réservées aux animations pour qu'ils puissent souffler un peu. C'est déjà beaucoup de concentration qu'on leur demande. Donc le matin, il y a une pause d'une demi-heure, l'après-midi, une pause d'1h30, et le soir, il y a des veillées. Et ça crée aussi l'esprit collectif dont on parlait tout à l'heure, qui permet d'avoir envie de faire quelque chose ensemble et de créer un spectacle à la fin de la semaine. Un travail d'1 an mené en amont, le projet coûte cher, près de 30 000 €. Même si chaque année, le Camp Musique affiche complet, l'association Les Mioles tente de trouver les fonds pour perpétuer cette tradition. C'est un événement qui ne se fait pas ailleurs dans le département ou même dans la région, de faire un stage de comédie musicale sur 4 jours et demi qui rassemble autant de monde, autant de bénévoles, autant d'enfants, autant de salariés pour une production comme celle-là. Surtout qu'à chaque fin de semaine, les enfants repartent, des souvenirs plein la tête. À chaque fois le samedi, après le spectacle, tout le monde pleure parce qu'on est hyper triste, on doit attendre 1 an avant de retrouver tout le monde après, mais on est fiers quand même. Entrée libre, tarif au chapeau. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.